Donc, comme je vous l'ai dit, ce soir, mon exposé porte sur l'univers et le Big Bang. Ceci est bien sûr une très vaste question. Si vous interrogez la plupart des gens sur l'univers, beaucoup vous répondent qu'il est né d'un Big Bang unique. C'est une notion qui est transmise au niveau de l'école. Et quand les gens discutent entre eux, ils parlent bien sûr du Big Bang en ce qui concerne l'univers. Alors, je ne sais pas si vous avez visionné la vidéo dont je vous ai donné le lien, et si vous l'avez visionnée, vous avez pu prendre connaissance des dernières observations qui ont été réalisées par le télescope James Webb. C'est vrai que ce télescope Hubble a permis des précisions dans les photographies qui sont assez extraordinaires et qui permettent de voir de manière très très proche et de s'approcher de plus en plus de ce qu'ils appellent le Big Bang originel. Et les dernières photos de James Webb ont permis de se rendre compte qu'il y avait beaucoup d'étoiles géantes à l'origine du Big Bang. Et ces étoiles géantes bleues sont en nombre tellement important qu'elles ne peuvent pas exister à la suite d'un Big Bang unique. Donc aujourd'hui, les astrophysiciens remettent en question cette histoire de Big Bang unique et nous allons en parler ce soir. J'en ai déjà parlé d'ailleurs parce que j'avais posé la question aux veilleurs sur cette question qui me démangeait de savoir si j'étais ou non dans la vérité. Et je rappellerai tout à l'heure dans l'exposé, vous verrez qu'apparemment il me semble être dans la vérité, tout au moins la leur aussi. C'est vrai que moi, depuis déjà longtemps, je pensais que cette théorie n'était guère logique et qu'il était beaucoup plus crédible de penser que l'univers pouvait avoir un mouvement perpétuel cyclique avec des phases d'expansion et des phases de contraction, un peu comparable à celui du battement d'un cœur de l'univers. Et selon donc cette hypothèse, l'univers existerait de toute éternité, mais avec des phases cycliques de transformation, et non pas un seul Big Bang, mais un certain nombre de Big Bang. Donc je vous ai préparé un exposé sur cette question-là, que je vais vous passer maintenant, et puis quand l'exposé sera terminé, comme d'habitude, nous procéderons aux questions-réponses, et j'espère que vous en aurez un certain nombre. Alors, nous sommes 9 présents, c'est ce que je pensais, mon intuition ne m'a pas trompé, on est un peu moins nombreux que d'habitude, mais cela n'a pas grande importance. Donc, je vais maintenant passer le... Alors, partager ici. Voilà, donc... je démarre l'exposé. Cette 13e visioconférence nous invite à faire le tour de l'univers depuis le Big Bang originel jusqu'au retour à la source en appliquant la connaissance de la structure du milieu cosmique. Au moment du Big Bang, une masse identique de matière et d'antimatière est projetée dans notre univers. Les scientifiques en sont aujourd'hui convaincus. Nous sommes dans un univers en expansion. Les derniers calculs l'ont prouvé. La pression du milieu est infiniment plus grande au moment du Big Bang qu'elle ne l'est aujourd'hui. Or, il est une loi facile à démontrer. Les forces de cohésion au sein de la matière, comme de l'antimatière, ont pour origine le milieu cosmique. Mais pour l'antimatière, les forces de cohésion sont d'autant plus grandes que la pression est importante, alors que pour la matière, c'est exactement le contraire. Aussi, dès la formation des premiers atomes d'antihydrogène, ceux-ci s'agglomèrent grâce aux forces de cohésion dues à la pression du milieu, tandis que les atomes d'hydrogène formés dans le même temps se désagrègent et sont repoussés à l'extérieur de la sphère d'antimatière en formation.
Cette sphère d'antimatière modifie le milieu et crée un gradient de pression inverse à celui de la matière. Il se crée donc une sphère d'inversion de la pression du milieu à une certaine distance de la sphère d'antimatière. Cette sphère d'inversion attire toute matière jusqu'à elle. Toute matière située entre celle-ci et l'antimatière est repoussée vers cette sphère d'inversion. La matière s'accumulera donc autour de cette sphère au fur et à mesure de la diminution de la pression du milieu consécutive à l'expansion de l'univers. Ainsi, la matière constituée d'hydrogène va-t-elle s'accumuler autour de la sphère d'antihydrogène, mais à une certaine distance au niveau de la sphère d'inversion des forces gravitationnelles pour constituer la première étoile. Cette première étoile est donc creuse avec une sphère d'antimatière en son centre et une écorce de matière à une certaine distance. Il en sera de même pour toutes les étoiles qui se formeront à partir de cette première étoile géante. Ainsi, l'application à l'astrophysique de la connaissance des microélectrons de l'espace permet de répondre à cette lancinante question que se posent tous les astrophysiciens. Mais où est donc disparue l'antimatière au sein de l'univers? Eh bien, elle n'est pas disparue, elle se cache tout simplement au cœur des étoiles qui sont creuses. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre du Big Bang, la pression du milieu diminue. L'hydrogène s'accumule autour de la sphère d'inversion dont je viens de parler, jusqu'au moment où l'écorce d'hydrogène devient trop importante et s'approche trop près de la sphère d'antihydrogène. La première étoile explose, propulsant l'hydrogène dans l'espace, cassant le cœur de l'étoile en un certain nombre de morceaux projetés au loin, avec un morceau central qui reste figé sur place. L'hydrogène se concentre autour de chacune des nouvelles étoiles créées par l'explosion, jusqu'à ce que chacune d'elles explose à leur tour. Selon les astrophysiciens, le cycle des explosions durera 2 milliards d'années jusqu'à ce qu'un équilibre soit trouvé. Au cours de cette phase de l'univers, dite tumultueuse, d'énormes étoiles fabriquent beaucoup d'hélium et une petite quantité d'éléments lourds. L'histoire effervescente du halo est terminée. Durant les 10 à 11 milliards d'années qui suivent, des générations d'étoiles naissent, formant la première galaxie de l'univers. Nous verrons que l'hypothèse d'un seul Big Bang n'est pas crédible et qu'il y a probablement un mini Big Bang pour la création de chaque galaxie ou d'amas galactique. Les astrophysiciens ont découvert qu'il existait un trou noir au centre de notre galaxie. Pour justifier cette existence, il faut imaginer que la partie centrale du cœur antimatière de la première étoile géante resta figée sur place, alors que les morceaux de la périphérie étaient propulsés dans l'espace. Lorsque les étoiles de seconde génération explosent à leur tour, elles envoient de la matière vers le centre, cœur antimatière de la galaxie. Celui-ci récupère donc une partie de matière, atténuant ainsi la puissance du trou noir central. Cela fut observé par les astrophysiciens. Les trous noirs au centre des galaxies sont moins actifs que les trous noirs issus de l'explosion des étoiles géantes. Il est un fait scientifique reconnu. Alors que la Big
vitesse des planètes autour du Soleil est inversement proportionnelle à leur distance de celui-ci. Les étoiles tournent autour du centre de la galaxie à une vitesse pratiquement identique, variant seulement de 210 à 240 km par seconde. Cela s'explique si l'on considère que le centre de la galaxie est un trou noir qui tourne sur lui-même. Comme pour les planètes, c'est le milieu qui entraîne les étoiles, mais le centre de la galaxie étant de l'antimatière, la courbe de pression du milieu n'est pas la même que celle d'un système solaire. Au-delà d'une certaine distance, le gradient de la pression du milieu étant très faible, l'entraînement des étoiles est presque uniforme. La matière noire est un concept très important en cosmologie et en astrophysique moderne. Dans un certain nombre d'objets astrophysiques, les mouvements observés sont différents de ceux auxquels on s'attend en théorie quand on essaie de les déduire de l'action gravitationnelle des masses observées. Tout se passe comme si une densité de masse invisible était présente. Plusieurs questions se sont alors posées. Cette matière noire existe-t-elle vraiment? Si oui, de quoi est-elle constituée? Deux hypothèses ont été longtemps en concurrence. Celle du disque maximal, dans laquelle la matière noire est répartie dans un disque épais qui se superpose au disque stellaire, et celle du halo, dans laquelle la matière noire est répartie dans un grand halo avec la symétrie sphérique. Cette deuxième hypothèse est aujourd'hui favorisée. Mais quelle serait l'origine de cette matière invisible? J'ai dit précédemment qu'il se formait de l'hélium au cours des explosions d'étoiles, mais aussi des éléments lourds qui constitueront la matière. La matière issue de la première explosion n'a pas la même fréquence que la matière issue des explosions suivantes, parce qu'elle est fabriquée dans un milieu de densité différente. Si l'on suppose qu'il y eut 7 séries d'explosions durant la phase tumultueuse de l'univers, il existerait donc 7 matières de fréquences différentes pouvant s'emboîter les unes dans les autres. Ces matières de fréquences différentes expliqueraient non seulement cette matière noire, mais aussi l'existence des plans parallèles. Nous vivons en 3e dimension, mais il existerait aussi des plans de fréquences supérieures et inférieures, emboîtés les uns dans les autres. Il existe encore de la matière diffuse de 3e dimension. Il est probable que les matières de la 4e à la 7e dimension soient plus importantes encore. Il est possible de démontrer qu'elles traversent notre matière de 3e dimension. Une grande énergie est actuellement déployée par les astrophysiciens pour mettre en évidence cette matière noire. Le CERN effectue des expériences pour la capter sur des appareils hyper sophistiqués. Peut-être ces travaux déboucheront-ils sur la reconnaissance de ces matières invisibles à notre œil, démontrant l'existence de cette matière noire, mais aussi celle des plans parallèles. Ce jour-là, un grand pas dans la connaissance de l'univers sera franchi. Le Soleil se trouve à environ 27 200 années-lumière du centre galactique. Il emprunterait une orbite elliptique autour de la Voie lactée en 240 millions d'années à une vitesse d'environ 220 km par seconde. Le Soleil, au sein de la Voie lactée, est une étoile de type naine, jaune, parmi beaucoup d'autres. Notre galaxie contient environ 200 à 400 milliards d'étoiles, dont 10% seraient des naines jaunes. La nébuleuse, nuage de gaz
gaz et de poussière qui a donné naissance au Soleil, s'est formé il y a 4,660 milliards d'années. Ce nuage, large de plusieurs années-lumière, a donné naissance à de nombreuses étoiles. J'ai expliqué que toutes les étoiles étaient creuses et renfermaient en leur sein un cœur antimatière. Cette nouvelle connaissance permet d'envisager une autre hypothèse sur la structure des planètes. Je l'ai expliqué dans le chapitre précédent. Il existe plusieurs hypothèses sur la forme de l'univers, mais la plus communément admise est la forme torique. Le diamètre du tor augmenterait au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre de l'univers. Les galaxies se déplaceraient ainsi en un mouvement spiralé entre les parois du tor. La forme torique de l'univers ainsi que le parcours spiralé des galaxies à l'intérieur de celui-ci seront peut-être confirmés par les travaux d'astrophysiciens qui tentent de démontrer cette structure. Quittons maintenant notre galaxie pour nous éloigner du centre de l'univers en empruntant la spirale de l'espace. Nous avons vu que la pression du milieu diminuait. Cette diminution de la pression entraîne l'éloignement de la sphère d'inversion du centre de l'étoile. C'est ainsi que cette étoile grossit, la matière s'éloignant de l'antimatière. L'étoile devient une étoile géante avant de s'éteindre et de devenir un trou noir. Il est facile de comprendre que si les étoiles n'étaient pas creuses, leur dilatation s'expliquerait difficilement. Il est facile de comprendre le grossissement d'un ballon creux, mais pas le grossissement d'une balle qui serait pleine. L'existence d'un univers constitué de microélectrons implique nécessairement l'existence d'un univers inverse constitué de micropositons. Au fur et à mesure que la densité du milieu diminue, la matière puis l'antimatière se désagrège. En entrant dans l'univers jumeau, la matière s'agglomère alors que l'antimatière reste diffuse. Les astres peuvent alors se reconstruire progressivement, mais à l'inverse, la matière étant au centre et l'antimatière à l'extérieur. Cet univers est en contraction et les astres retournent vers le centre. Il est alors possible d'appliquer à l'ensemble de l'univers cet axiome: rien ne se crée, tout se transforme. Beaucoup plus logique qu'un seul et unique Big Bang issu d'un formidable hasard. L'univers fonctionnerait alors comme un cœur humain. À chaque battement du cœur de l'univers, une galaxie ou un amas galactique jumeau serait absorbé et les matériaux pour une galaxie ou amas galactique nouveau seraient propulsés dans le nôtre. Lors de mes entretiens avec les veilleurs, j'ai souhaité connaître leur avis. Voici la question que je leur ai posée. Selon certaines conceptions, l'univers serait en expansion puis se retournerait sur lui-même pour revenir vers le centre, dans un univers en contraction. Cela correspond-il à votre conception et validez-vous le fait que dans l'univers, rien ne se crée, tout se transforme? Voici leur réponse. L'univers a sa propre respiration. Le Soham inspire contraction et expire expansion. L'univers s'exprime par le souffle divin. Ce qui est inspiré ressort par l'expire transformé. Ce qui pourrait se comprendre comme rien ne se crée, tout se
se transforme. Les veilleurs confirment ainsi mes hypothèses et j'ose espérer les avoir partagées avec vous pour une meilleure compréhension de l'univers dans lequel nous nous exprimons. Je vous remercie pour votre écoute et je suis maintenant à votre écoute pour les questions que vous pourrez me poser. Bonsoir. Cette 13e vision. Bien, nous voici, voilà, j'espère que vous avez apprécié cet exposé. Nous sommes 14 participants quand même, très bien. Bienvenue à ceux qui sont arrivés après les 20 heures et j'espère que vous n'avez pas manqué le plus important. Eh bien, nous en sommes à la période des questions. Vous connaissez le principe. Vous levez la main pour pouvoir poser votre question et je vous donnerai la parole au fur et à mesure. Alors, pour l'instant, je ne... Alors, oui, il y a Michel qui a levé la main. Michel, tu as la parole. Bon, il faut commencer, hein. Alors, est-ce que les planètes, ce sont des poupées russes qui s'imbriquent? Tu veux dire en ce qui concerne les différents plans parallèles? La constitution de la planète. Oui, c'est-à-dire qu'en effet, les différents plans constitués de manière différente, j'ai expliqué au cours de cet exposé-là comment les différentes matières pouvaient se former, mais dans les travaux que j'ai effectués, j'ai démontré que les matières qui ont des fréquences différentes peuvent se pénétrer les unes dans les autres. Je l'ai démontré, mais c'est assez compliqué, donc en général dans mes exposés, je ne fais pas cette démonstration-là, mais j'ai démontré en effet que deux matières de fréquences différentes pouvaient s'emboîter, comme tu viens de le dire, comme des poupées russes, les unes dans les autres, alors qu'une matière, enfin deux matières qui ont la même fréquence, on va s'entrechoquer, elles ne peuvent pas s'interpénétrer, alors que deux matières de fréquences différentes le peuvent. Tout à fait, comme des poupées russes en effet. Est-ce que ma réponse te satisfait? Oui, tout à fait, je pense que... autre question, est-ce que ces différents plans qui s'interpénètrent peuvent correspondre à nos 7 plans différents énergétiques que nous, humains, on a? Disons que le physique, l'éthérique, l'astral... Disons que les centres psychiques que nous avons sont en relation avec l'un ou l'autre des différents 7 plans. Donc en effet, il y a une relation, et en général, les centres psychiques sont des codes, enfin des moyens de passage pour passer d'un plan à un autre. Il faut savoir que dans l'ancien temps, quand nous avions un corps qui fonctionnait impeccablement, l'humain était capable, à volonté, de passer d'un plan à un autre. Et c'était grâce et par l'intermédiaire de ces centres psychiques dont tu parles là, Michel, que les humains étaient capables de passer d'un plan à un autre. Alors, je rappelle que nos frères de Télos disent qu'eux sont encore capables de le faire, puisqu'ils vivent habituellement en 5e dimension et qu'ils ont la capacité de revenir dans notre 3e dimension. Donc, ils utilisent en effet des clés que je ne connais pas, hein, bien sûr, mais qui passent par l'intermédiaire de chacun de nos centres psychiques qui sont chacun connectés à un plan matière différente, en effet. Bon, je vais continuer sur ma lancée. Écoute, vas-y, tant que tu as la parole, il y a Anna qui a levé la main aussi, je lui donnerai la parole après, mais si tu as encore une question, vas-y.
Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que le Big Bang a réellement existé? Ça c'est une question qu'on peut se poser, puisque on sait que aujourd'hui, si on veut passer dans la 4e, 5e dimension, nous devons créer cette dimension, donc éventuellement créer cette planète. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des peuples qui sont beaucoup plus évolués que nous, qui ont peut-être des millions d'années. Ça, on ne sait pas. Est-ce que ces gens-là ne sont pas capables de créer des planètes, puisque nos pères créateurs ont mis leur ADN en nous? Est-ce que eux, à un moment ou à un autre, ils se sont dit pourquoi on ne créerait pas des planètes et on ferait en sorte qu'elles soient habitées? Oui, ça c'est une vaste question qui se pose en effet en ésotérisme. Est-ce qu'il y a des êtres qui sont suffisamment évolués, qui sont capables de créer de la matière? Alors déjà, des fakirs qui créent de la matière, on en connaît, on a des tas d'exemples. Premananda par exemple était capable de créer à partir de son plexus solaire de la matière. Alors peut-on, en extrapolant, dire est-ce qu'il existe des êtres capables de créer des planètes? Je pense peut-être, mais je n'ai aucune certitude, bien entendu, Michel, tu t'en doutes. Je pense que cela est peut-être possible, mais que cela implique d'utiliser de la matière déjà existante. C'est-à-dire, c'est ce que je disais, qui a été confirmé par les veilleurs, on peut transformer ce qui existe, mais on ne peut pas recréer quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, quand j'ai posé la question aux veilleurs, mais à partir de quoi on crée la matière, eh bien, ils ont répondu, c'est à partir de cette énergie de l'espace, c'est à partir de ce que eux disaient être constitué de lumière. Moi, j'ai parlé de microélectrons, mais ce sont les microélectrons qui créent la lumière, donc on était tout à fait d'accord. Et les veilleurs ont dit oui, on peut créer de la matière à partir de l'énergie de l'espace, à partir de la lumière de l'espace. Donc, a priori, il semblerait que oui. Mais ça n'exclut pas l'origine qu'il y ait un mouvement au sein de l'univers sous forme de création cyclique, comme j'en ai parlé au cours de cet exposé-là. Ça n'exclut pas que dans ce qui est créé, on puisse à nouveau rajouter à nouveau une nouvelle planète. Il se peut que notre système solaire actuel génère, prochainement on en parle, si tu lis les ouvrages de nos frères des Pléiades, les 15 ouvrages, eux parlent de la prochaine naissance d'une future planète. Alors qui va la créer? Comment? La question est posée, bien sûr. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, ok, merci beaucoup. Merci à toi aussi d'être le premier de poser ces questions-là. Anna, tu as levé la main. Voilà, microphone, vous m'entendez? Oui. Oui, je reviens sur, en fait, la première question de Michel. Est-ce que ces plans différents, ces matières peuvent s'interpénétrer? Pour simplement dire, pour ceux qui ont lu l'escadrille de l'invisible, lors de la première rencontre donc avec le premier messager Georges, c'est quelque chose qu'il va m'affirmer quand on sort de la boutique. Il me dit en fait nos mondes ne sont pas séparés, ils sont interpénétrés. C'est la phrase qu'il va employer. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je pense que ça en fait valide la réponse qui vient d'être donnée. Voilà, c'est tout. Merci Anna. Marielle, si tu as levé la main. Oui, bonsoir. Je vous ai pris en cours, mais la question que je me posais par rapport au récit que j'ai entendu, c'était est-ce que dans d'autres plans, notre galaxie est en double, en triple, en quadruple, avec cette même organisation?
savoir si, comme on le disait en ce qui concerne la planète serait constituée de 7 plans de matière différentes. Donc on peut supposer que toutes les planètes, bien sûr, sont constituées de la même façon, de la même structure. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Soleil lui-même est constitué de plans différents? Bon, ça, je n'ai pas toute la réponse à ce sujet-là. Mais en ce qui concerne la planète, les planètes qui, elles, sont constituées d'éléments lourds, bon, je rappelle la différence, une planète, ce sont des éléments lourds, alors que le Soleil est constitué à, je crois que c'est 75%, j'ai les chiffres que j'ai notés quelque part, 75% d'hydrogène, 24% d'hélium et 1% d'éléments lourds. Donc on peut penser que dans les 1% d'éléments lourds qui constituent les soleils, les étoiles, en effet, il y a de la matière différente. Mais en ce qui concerne l'hélium et l'hydrogène, qui sont les éléments principaux constitutifs des étoiles, je ne pense pas qu'il y ait différents hélium ou différents hydrogènes. Cela concerne surtout les plans différents, les planètes sur lesquelles sont susceptibles de vivre un certain nombre, bien sûr, d'êtres incarnés dans des véhicules. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. J'essaie de comprendre comment tout ça s'est créé, et puis j'étais en train de me poser la question en écoutant votre vidéo, en me disant, mais peut-être que par rapport à ces plans qui sont liés à notre galaxie, peut-être qu'on est en train de... Enfin, je sais pas, Anna pourra peut-être y répondre aussi, ou vous, je sais pas. C'est peut-être qu'on est peut-être en connexion, parce qu'on dit que quand on dort, on part, bien sûr, et puis qu'on vit sur d'autres plans. Donc, je m'étais dit, peut-être que c'est pas automatiquement les plans de cette galaxie, mais c'est les plans d'une autre galaxie. Vous voyez? C'est pour ça que je voulais savoir s'il y avait cette possibilité également de me dire, mais peut-être que je fais la nuit l'expérience dans une autre galaxie avec la même organisation. Voilà. C'était mon délire. Hein. Non, Marielle, c'est pas du tout un délire. Mais il est certain que la structure d'une galaxie est comparable à la structure d'une autre galaxie. Mais au cours de l'exposé, j'ai expliqué que les matières de fréquences différentes se forment au cours de cette phase que les astrophysiciens ont parlé de la phase tumultueuse de l'évolution de l'univers et qui dure 2 milliards d'années. Et c'est au cours de ces 2 milliards d'années que les matières de différentes fréquences se forment. Mais ce processus de création d'étoiles se fait pour chacune des galaxies. Donc, dans toutes les galaxies, il est certain qu'il y a aussi des planètes qui comportent un certain nombre de plans différents. Alors, il y a peut-être une différence d'une galaxie à l'autre. C'est-à-dire que la nôtre comprend... D'ailleurs, si vous regardez, elle a 7 branches. Notre galaxie a 7 branches, qui sembleraient correspondre à 7 explosions, donc à 7 matières différentes. Mais on peut penser que pour une autre galaxie, au cours de cette phase tumultueuse de la création de la galaxie, il n'y a pas eu 7 explosions, mais il y en a peut-être eu 8, 9, 10, 12. Et que dans ces galaxies-là, il y a peut-être non pas 7 plans comme dans la nôtre, mais qu'il y en a peut-être plus ou moins. Donc, le nombre de plans parallèles peut, à mon sens, être différent d'une galaxie à une autre. Ouais. Voilà ce que je peux te dire, Marielle. Vous voyez, en vous écoutant, j'étais en train de me dire, peut-être que ces différentes modifications, ça peut peut-être également faire écho à nos 12 brins d'ADN qu'on doit récupérer. Oui, bien sûr. Ça peut être drôle, hein. Tout à fait, oui. Puisqu'on parle de galaxies, je voudrais vous dire que selon les observations du télescope Hubble, il y a environ 125 milliards de galaxies. Vous vous rendez compte le nombre énorme de galaxies, 125 milliards,
et que notre galaxie, je l'ai dit au cours de l'exposé, comprend entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Donc, il y a de l'interférence, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, il y a un nombre dans l'univers effarant d'étoiles. Voilà ce que je voulais donner comme information. Michel, tu as levé la main? Oui. C'était pour faire part du malaise que j'ai lorsque j'imagine l'univers. Comment l'univers ne peut-il pas avoir de frontières? Autant je suis d'accord pour des milliards de galaxies, des milliards d'étoiles, mais je n'arrive pas à concevoir dans quoi baigne l'univers en fait. C'est la vaste question, Michel. C'est vrai que du point où nous sommes, tant qu'on n'aura pas acquis cette possibilité de passer ce que l'on appelle hors du temps et de l'espace, on ne pourra, je ne pense pas, répondre à la question que tu poses. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est, je dirais, incompréhensible du point où nous sommes. Donc je pense qu'il faut d'abord que nous sortions de l'espace et du temps. C'est en fin de compte le but, pour essayer de comprendre et de répondre à cette question. Parce que ça va même beaucoup plus loin que ça. Si tu lis les Pléiadiens, ils t'expliquent que nous sommes, nous, dans un super univers qui comprend, comme je viens de le dire, une partie expansive et une partie qui retourne vers le centre. Mais selon les Pléiadiens, ce n'est pas un super univers qui existe. C'est-à-dire que depuis le cœur de l'univers, selon eux, c'est 7 super univers qui existeraient et qu'actuellement, il y a 5 autres nouveaux super univers en création. C'est quelque chose qui est vraiment faramineux, qui est difficile à comprendre, mais je pense qu'ils sont mieux placés que nous pour avoir ce genre d'informations. Mais tu vois où ça va vraiment très 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 loin et je crois on n'a pas fini d'apprendre et d'avoir de très très grosses surprises. Parce que c'est vrai que rien qu'en observant l'univers tel que nous on l'observe depuis l'endroit où nous sommes, ça donne le vertige. Oui, oui. Bon, eh bien je continuerai à avoir un malaise. Mais non, il faut être à l'aise avec tout ça, il faut se dire qu'un jour ou l'autre tu auras la réponse, et puis après tout il ne faut pas trop se préoccuper de ce genre d'interrogation, parce qu'en effet ça ne peut que créer des malaises, parce qu'on est incapable d'y répondre. Donc il faut se dire un jour j'aurai la réponse. Et accélérer le moment où bien on pourra justement passer hors du temps et de l'espace et puis comprendre un petit peu mieux ce qu'est réellement l'univers. Oui, oui. Bien. Alors, Anna, tu as relevé la main, non? Oui. Anna, tu as relevé la main? Oui. Tu m'entends? Oui, vas-y, oui. C'était pour rebondir sur la remarque, je crois, de Marielle, je pense que je n'abîme pas le prénom, sur la connexion donc, avec différents plans et selon peut-être les galaxies. Alors, il semblerait que l'être humain sur notre planète soit relié à 7 plans, puisque les écoles arcanes nous disent que en fait, chacun des chakras est en résonance avec un des plans, une des structures, et que la nuit, lorsque nous rêvons, en fait, nous ferions 7 rêves. Chaque rêve étant relié à un des plans en résonance. Mais le professeur Étienne Guillet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui était à l'Institut d'optique d'Orsay, je crois, a fait des recherches très très approfondies sur les ondes de forme, sur les influences avec les plans différents avec ses élèves, et notamment il a fait des travaux sur l'Égypte ancienne, qui l'ont amené à affirmer que l'Égypte ancienne, en fait, ils étaient en résonance, eux, avec 14 plans. Non pas 7 comme nous, mais 14. Ce qui voudrait dire que probablement la théorie qui donnait les anciens Égyptiens comme des descendants des Atlantes avait peut-être une raison d'être. Et le fait que nous ne puissions, nous, atteindre que 7 plans, d'après ce qu'ont disent les meilleurs, viendrait du fait que notre structure, elle est programmée pour avoir un certain niveau d'expérience à cause des brins d'ADN qui ne sont pas encore activés. Au fur et à mesure de l'activation des brins d'ADN, ce qui est en train de se faire,
la conscience s'élargira et on pourra peut-être répondre aussi à la question de Michel. L'univers est-il infini ou a-t-il des limites? On verra, mais on a besoin d'étendre notre conscience pour ça. Moi, je vais vous poser une question. Savez-vous quelle est la galaxie la plus proche de la nôtre? La nôtre, vous savez que c'est la Voie lactée. Quelle est la galaxie la plus proche de la Voie lactée? Quelqu'un est-il en mesure de me parler? Orion? Non. Non, non, non. Non, non, Orion fait partie de la Voie lactée. Hein. Ah bon, d'accord. Oui, oui, c'est une constellation. Orion fait partie de la Voie lactée. D'accord. Non, non, la plus proche galaxie se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de la nôtre. Alors, le nom, son nom. Vous n'avez jamais rencontré d'habitants de cette galaxie-là? Non? Alors, je vais vous donner son nom, c'est Andromède. Et les habitants de cette galaxie, on les appelle les Andromédiens. J'en ai jamais rencontré non plus, hein, je vous rassure. Alors, si je vous parle de cette galaxie, parce que notre propre galaxie dépend de cette galaxie Andromède, parce que on ne sera peut-être plus là pour voir ce phénomène extraordinaire, mais dans 4,6 milliards d'années, Andromède entrera en collision avec la Voie lactée, et cette collision formera une nouvelle galaxie beaucoup plus importante que la galaxie de la Voie lactée qui existe. Donc, ça, ce phénomène de collision des galaxies, c'est quelque chose que les astrophysiciens ont beaucoup étudié, observé, puisqu'ils observent dans l'univers ce phénomène de collision de galaxies. C'est un phénomène cosmique qui est très, 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 très important. Et ça me donne l'opportunité, là, de vous parler d'un autre phénomène astronomique qui est, si je vous pose la question, quel est dans l'univers l'objet le plus puissant qui existe? Quelqu'un peut-il me répondre? Quel est l'objet le plus puissant dans l'univers? Le quasar? Oui, 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 c'est Michel qui a répondu. Oui. Bien, bravo Michel. C'est en effet un quasar, et sais-tu qu'un quasar brille autant qu'un milliard d'étoiles? C'est donc un phénomène ultra brillant qui a été observé, et sais-tu où se trouvent en général les quasars? Ah non, ça je ne sais pas. Alors, les quasars se trouvent en général au centre des galaxies, à proximité du trou noir central. Donc, mais il faut savoir aussi que toutes les galaxies n'ont pas un quasar. Et donc, le quasar, c'est un phénomène le trou noir, en général, il se trouve à proximité d'un trou noir supermassif. Donc, et toutes les galaxies n'ont pas de trou noir suffisamment puissant, suffisamment supermassif pour générer un quasar. Selon certains physiciens, en réalité, le quasar se formerait lors de la collision, nous venons d'en parler justement, donc c'est dans la continuité de ce que je viens de dire, lors de la collision de deux galaxies, le trou noir central serait renforcé, et c'est au moment de la collision que le quasar serait généré. Et le quasar est un corps ultra brillant. Il a une brillance exceptionnelle, et cette brillance résulterait de la compression de la matière qui est absorbée par le trou noir lors de la collision. Le trou noir qui tourne sur lui-même, les forces de compression sont maximales au niveau de l'équateur, et ce sont ces forces engendrées par ce trou noir renforcé et exceptionnel résultant de la collision de deux galaxies qui généreraient le quasar. Voilà cet objet qui est le plus puissant au sein de l'univers.
Avez-vous d'autres questions? Alors, je vais vous poser une question, vous y répondrez peut-être, comme Michel vient de répondre à la question. Quel est, selon les scientifiques, le phénomène le plus rare dans l'univers? Quel est le phénomène le plus rare dans l'univers, selon les scientifiques? La création de la vie. Oui, bravo Michel. En effet, oui, c'est exactement ça. C'est l'apparition de la vie qui est le phénomène le plus rare, selon, je dis pas que c'est la vérité, hein, je dis bien selon les astrophysiciens, c'est en effet la naissance de la vie. Alors là, on peut en parler aussi très longuement. Hein. Bah, peut-être peux-tu en parler de la naissance de la vie, comment la vie peut-elle apparaître? Non, ça. Difficile, sujet difficile. Ah oui. Alors, y a-t-il quelqu'un qui voudrait s'exercer à répondre à cette question, la naissance de la vie au sein de l'univers? Bon, il y a la formule quand même des scientifiques, quand même. Vous savez que selon eux, la naissance de la vie... Oui, Anna, tu as levé la main. Tu ouvres ton micro? Excusez. C'était pour faire une remarque et dire, mais est-ce que tout l'univers n'est pas vivant? Ce que nous appelons la vie, pour nous, la vie est liée au mouvement. Or, les anciens disaient que les pierres étaient vivantes, bien qu'elles soient d'apparence immobile. La vie est dans toute structure de l'univers, dans tous les atomes, les photons lumineux. Alors, est-ce que c'est vraiment un phénomène rare? Si on part du principe que l'univers est vivant et que son respire, ce que les anciennes religions appellent le Soham, inspire, expire, peut-être d'ailleurs qui crée le Big Bang, hein, c'est peut-être au moment de l'expulsion de l'expire que le Big Bang se fait, mais moi je pense que tout l'univers est vivant. La vie est universelle. Par contre, notre perception de la vie, elle est tronquée. Non, vous êtes d'accord, pas d'accord? Moi, je vais te donner mon avis, Anna. Je partage à 200% ton point de vue. Et en effet, selon ma conception, la vie est aussi bien minérale que végétale, que animale, qu'humain. Et on parle, je vous ai recommandé deux livres comme Boanse, Gobay, et nos frères qui vivent en 7e dimension dans ces ouvrages-là nous disent qu'eux sont en relation et travaillent main dans la main avec les cristaux qui pour eux sont des êtres vivants, qui ont une conscience, qui ont des capacités qui dépassent largement les capacités humaines. Ils ont des fonctions, ils ont été créés au sein des univers pour justement leurs propriétés particulières, qui sont certainement très différentes de celles de l'humain, mais ça fait partie, je suis d'accord avec toi, Anna, ça fait partie de la vie. D'autres remarques sur cette importante question? D'autres points de vue? Michel, tu relèves la main? Oui, je partage totalement ça. Je pense que on n'est pas... on voit toujours la vie sous la forme humaine, mais je pense que dans les autres galaxies, il y a d'autres formes qui ne sont pas forcément notre forme à nous, peut-être sous des formes d'animaux, mi-animal. On peut tout imaginer. Je pense que on est multiforme dans les univers, parce que bon, il y en a tellement qu'on ne peut pas être tout seul. Et je pense totalement que le minéral, d'ailleurs, les atomes, que ce soit minéral, végétal, sont constitués d'atomes, donc comme nous, eh ben, ils ont des formes différentes, et nous, on a une forme bien spécifique, parce que ben, on vit comme ça, mais eux ils vivent aussi leur vie à côté de nous, on leur marche dessus, on leur fait du mal, mais bon, c'est comme ça. Tout à fait. C'est ce que je partage moi aussi. Oui, merci de ton témoignage, Michel.
un autre Michel. J'ai encore ta main levée, je ne sais pas si tu veux encore t'exprimer. Michel Rousse. Non. Non, c'est une erreur. Ah, d'accord, tu n'as pas rabaissé ta main, d'accord. Bon. Par contre, ce que je pourrais dire en tant qu'ostéopathe, oui. Les premiers cours nous font ressentir ce qu'on appelle le mouvement respiratoire primaire. C'est une chose que je ne connaissais pas et que je pense peu de gens connaissent. Tous les os du corps bougent toutes les 16 secondes. Non, toutes les 6 secondes. Et c'est ça, alors, il y a un mouvement d'inspiration et un mouvement d'expiration. Donc et ce mouvement persiste après la mort pendant quelques heures. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est les bases de l'énergétique, je pense. Très bien. Mais pareil que l'univers, pas d'explication réelle. Oui, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, hein, c'est certain. Heureusement d'ailleurs, sinon on s'ennuierait. Ah oui, on s'ennuierait, oui. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Ben merci. Pense à rabaisser la main et à fermer ton micro. Michel, j'ai toujours ta main levée, mais peut-être ne l'as-tu pas baissée. Marielle aussi, je ne sais pas si Marielle, tu as une autre question. Oui, justement, en nous écoutant les uns les autres, j'étais en train de me dire, peut-être que justement sur ces différents plans et par rapport à l'explication d'Anna, par rapport à nos voyages dans le sommeil, peut-être que justement c'est à ce niveau-là qu'on touche la forme de vie ou d'expression de vie en dialoguant avec la nature, ce qui nous semble inanimé pour nous, tel que les cristaux. Peut-être que justement c'est cette dimension-là qu'on n'est pas encore en mesure d'explorer ou d'exploiter ou quand je dis exploiter, c'est plutôt de communiquer. Voilà, le terme il sera plus exact. Et je me dis que peut-être qu'en développant nos différents brins d'ADN, c'est peut-être comme ça que nous irions en communication avec d'autres galaxies et d'autres êtres vivants qui peuvent justement être en lien avec notre évolution. Donc voilà, j'étais en train de penser fortement et vous le partager. Merci Marielle, c'est vrai que notre développement dépend beaucoup du développement de notre ADN. Vous savez tous, je crois que seuls 2 brins de l'ADN fonctionnent correctement, c'est-à-dire comme notre cerveau qui fonctionne à 10%, notre ADN fonctionne aussi à environ 10% de ses capacités, et que si notre ADN, les 12 brins de l'ADN fonctionnaient correctement, nous serions des dieux, enfin dieux entre parenthèses bien sûr, mais nous serions capables de ce que faisait le Christ, de ce que font les maîtres de l'Himalaya, etc. Mais le but c'est d'arriver à y parvenir, et peut-être que certains parmi vous y parviendront bientôt, je l'espère en tout cas. Enfin, je l'espère même pour tous, c'est même pas certain, c'est pour tout le monde. D'ailleurs c'est le but, c'est la fonction. Il faut que nous parvenions à progresser. D'ailleurs, cela fera partie de ma dernière visioconférence. Je profite pour vous en parler. J'ai encore à faire 3 visioconférences. Les 2 prochaines, je vous parlerai d'alchimie. Je ne rentrerai pas dans les détails opératoires de cette sainte science, bien sûr. Je vous raconterai, ce sera plutôt biographique et historique, je vous raconterai toutes les démarches que j'ai faites dans le domaine de cette science-là pendant presque 45 ans. Donc je vous raconterai ça. Ceux qui ont lu certains de mes livres connaissent déjà un peu ce parcours alchimique. Donc j'ai fait 2 visioconférences que je ferai en janvier et en février. Et puis la série des visioconférences se terminera au mois de mars, où je vous parlerai justement, et c'est aussi l'un des buts de mes visioconférences, c'est de faire prendre conscience de cette possibilité que nous avons tous en ces temps exceptionnels que l'on appelle les temps de la parousie, et bien de retrouver nos pouvoirs perdus, et comme vient de le dire Marielle, un fonctionnement correct de notre ADN qui va nous permettre de retrouver, parce que nous avons perdu jadis en descendant en 3e dimension. Alors pour ça, il faut remonter en 4e, remonter en 5e, mais
je pense que tous ceux qui participent à ces visioconférences parviendront à gravir ces fréquences vibratoires, et en se retrouvant dans ces dimensions-là, le corps se transforme et l'ADN aussi. Donc vous verrez que ça se fera de manière, je dirais, quasi automatique à partir du moment où le temps sera venu de passer dans ces dimensions-là. Voilà, donc ce sera la dernière visioconférence que je donnerai sur ce thème-là, qui est donc le passage, mais ça j'en ai déjà parlé dans les autres visioconférences, mais surtout le but ultime, c'est de travailler sur soi pour atteindre à ce que les veilleurs ont appelé la fusion de l'âme-personnalité, ce que nous sommes en apparence, et puis l'âme-énergie dont on a parfois du mal à comprendre ce que c'est, alors que c'est une question qui est vraiment fondamentale. Donc ce sera ma dernière visioconférence du mois de mars, et puis après, je vous souhaiterai bonne chance, et j'espère que vous serez encore nombreux, bien sûr, à m'écouter, ainsi qu'Anna, au cours de ces 3 prochains mois. Je vais peut-être donner la parole à Anna pour nous dire, pour qu'elle nous fasse part de ses intentions, elle, en ce qui concerne ses propres visioconférences. Je ne sais pas ce qu'elle souhaite faire, elle va peut-être nous le dire, si tu le permets, Anna. Oui, alors, ça va, le micro est branché? Oui, c'est bon, ça fonctionne? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Alors, là, c'est le rapport avec l'escadrille, puisque nous, nos visioconférences concernant le travail avec l'escadrille de l'invisible ont été faites donc à la demande de l'escadrille, dans le but, en fait, de créer une énergie, de créer un groupe assez soudé qui pourrait par la suite continuer dans cette œuvre de témoin de la survie de la conscience et de l'acceptation de la différence, qui sont les 2 points fondamentaux sur lesquels ils insistent beaucoup. Alors, il m'avait prévenu dès le départ que ça n'aurait pas une durée limitée. Et effectivement, je pense que les dernières questions, on les posera probablement au cours des peut-être 3 prochaines visioconférences, comme Claude. On va un peu s'aligner sur ce timing. Il est évident qu'avec toute la masse des questions et des réponses, et très très bonnes questions, ça je tiens à le dire, très intéressantes, il y a matière à fournir un deuxième ouvrage qui pourrait donc être la suite logique de l'escadrille. Et puis on va dire que le ballon sonde est lancé. Pour ceux qui liront le livre, pour ceux que ça va toucher, j'ai quelques témoignages de lecteurs qui ont l'air d'avoir effectivement totalement saisi ce que voulaient dire nos pilotes et les recommandations qu'ils font pour vivre au mieux la période actuelle. C'est à chacun de nous après de continuer d'avoir cette attitude à la fois bienveillante, d'écoute, mais en même temps de témoins convaincus de cette survie de la conscience, qui sont probablement les paramètres de changement. Alors je vais vous dire pourquoi j'en suis d'autant plus convaincue, c'est que les synchronicités bien sûr existent. J'ai entendu aujourd'hui une interview de Philippe Guillemant, qui est, je pense, peut-être, si vous le connaissez, physicien quantique. Et Philippe Guillemant répondait aux questions de l'intervieweur qui s'inquiétait énormément de la période que nous traversons et du fait que la population de la planète semble s'être partagée en 2 camps. Un camp matérialiste qui reste fermement attaché au paradigme ancien, et puis une portion de la population qui souhaite une vie différente, une vie meilleure, plus dans l'art de vivre que dans le fait de posséder les choses, être moins matérialiste. Et la grande inquiétude de l'intervieweur, c'était de dire, mais comment est-ce qu'on pourra changer la conscience? Ça paraît tellement énorme. Et Guillemot a eu cette réponse que j'ai trouvée, qui m'a touchée, ce sont les découvertes que nous allons faire, la prise de conscience que la conscience existe, et que la conscience, c'est l'information racine de l'univers. Tout est information dans l'univers, et tout se passe au niveau de la conscience. Et la matière est en fait quelque chose issu de la conscience, n'a pas de réalité propre. Et c'est lorsque l'humanité aura avancé dans cette certitude que les scientifiques sont en train de valider, que le grand changement pourra se faire. Et à son avis, lui, il parlait justement de la 2e ligne temporelle qui existe déjà et qui est en train de, on va dire comment, je ne voudrais pas déformer ses paroles, on va dire qu'elle est en train d'écraser l'ancienne ligne temporelle. Et c'est pour ça que les choses apparemment se passent si mal aujourd'hui. C'est que la précédente ligne temporelle, qui est la ligne matérialiste, est en train de se dissoudre. Et elle n'a pas envie de se dissoudre sans se défendre.
Et donc, il se passe énormément de choses dans le monde parce que cette ligne temporelle essaye d'imposer son énergie, alors que la nouvelle ligne temporelle, qui est la ligne de l'âge d'or, hein, qui est la ligne d'un monde merveilleux, d'un monde lumineux, est déjà en essence présente. Alors, je trouvais que c'était une très bonne nouvelle en même temps, et ça rentre complètement dans les communications à la fois des pilotes de l'escadrille et également des veilleurs, pour ceux qui s'intéressent à Ukpatan, c'est de dire, voilà, si vous devenez un petit peu les chantres de cette nouvelle conscience, eh bien, vous allez participer vraiment grandement au changement. Donc, tout ça n'a qu'un temps. Donc, pour moi, mon action finira au mois de mars en tant que, on va dire, interprète de ces consciences à la fois de notre monde et puis d'un autre univers. Mais je pense que notre travail ne s'arrêtera pas du tout là. Et je resterai individuellement à la disposition de chacun qui veut communiquer ou me poser des questions. Parce que là, dans le cadre de l'escadrille, on n'a pas répondu aux questions personnelles. Mais je pense qu'on m'autorisera, et je l'espère, à répondre à des questions plus personnelles. Donc je serai toujours là. Voilà. C'est pas parce qu'il n'y aura plus de visioconférence que le contact sera rompu. Voilà. Merci Anna, merci infiniment. Moi aussi, j'espère avoir la possibilité, même si je ne fais plus de visioconférence, d'avoir des échanges avec l'un ou l'autre qui souhaiterait m'écrire. Moi, je réponds toujours aux courriers qui me sont envoyés. Je pense que certains parmi vous l'ont fait et je leur ai répondu. Je réponds toujours. Donc, après ces visioconférences, si vous souhaitez discuter de n'importe quel sujet, je réponds toujours. Voilà, donc ça ne s'arrêtera pas obligatoirement au mois de mars. Les visioconférences s'arrêteront, mais les contacts pourront continuer, bien entendu, comme Anna vient de le dire. Alors, si vous avez encore une question sur l'univers et le Big Bang, je vous en offre l'opportunité. Sinon, je vais clore cette réunion en vous souhaitant une bonne continuation. Et puis, donc, moi, je vous dis au mois prochain, enfin, dans 15 jours d'abord avec Anna, bien sûr, et puis dans un mois pour la première visio sur l'alchimie. Voilà, donc pas d'autres mains levées, donc je vous dis au revoir et à dans 15 jours avec Anna. Au revoir. Au revoir. Merci, au plaisir de vous revoir et vous entendre. Merci. Au revoir. Merci, Au revoir. Au revoir et merci.